Eh bien, peut-être un favori pour la victoire d'étape lâché, Laurent Bellet. L'ami Coriol. C'est gentil Thierry, pardon. Il fait pas de vélo le Thierry, hein, on voit bien. Il vient du foot le Thierry, on voit bien, on voit bien. Chute, un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Je vais attendre. Je regarde bien avec ce douleur. Avec l'attaquant de Bischlek, là, c'est Nibali, le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement impliqué, comme on dit, dans les milieux cyclistes, alors que... Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course. Aujourd'hui, on va revenir forcément sur ce qui s'est fait un petit peu ce vendredi en termes d'actualité, en termes de course aussi, parce que la journée a été riche en rebondissements aussi avec l'imbroglio autour de comment dirais-je, du Tour d'Andalousie. Donc on va prendre le temps d'évoquer tout ça tranquillement entre nous. On va parler donc du Tour d'Algarve, comme je l'ai dit, de l'Andalousie, de la semaine de Valence chez les femmes, mais aussi de la classique Var, parce que c'était une course plutôt sympa à suivre, ou en tout cas l'arrivée au Mont Faron, qui était vraiment pleine de suspense, avec là encore un épisode assez rocambolesque entre Tobias Johansen et Lenny Martinez. Donc comme je l'ai dit, on va prendre le temps tranquillement d'évoquer tout ça tous ensemble. Salut à Jérôme, salut à Malavita. On va aussi évoquer l'actu parce que j'ai vu passer quelques trucs. Enfin, j'ai vu passer un élément. Je pense que c'est le seul qu'on va retenir aujourd'hui. D'ailleurs, une info en plus en passant. Vous avez sur Vélo Club les listes des engagés du Het Nieuwsblad chez les hommes et chez les femmes. Je sais que c'est pour certains, et notamment nos amis belges, la première vraie course de la saison. Donc la première start list est tombée. N'hésitez pas à aller la consulter chez nous ou chez nos amis de First Cycling qui, bien entendu, nous procurent tout au long de la saison le droit de publier sur notre site les différentes start lists. Donc toujours sympa de travailler avec eux au jour le jour, je trouve, et j'en profite pour les saluer rapidement là pendant l'émission. Salut à Oli aussi. Donc ouais, comme je l'ai dit, il y a une petite actu qui va être intéressante aujourd'hui, c'est le Tour d'Espagne, les invitations pour la Vuelta. Alors j'avais eu l'info, donc je peux pas dire que je sois surpris, mais j'ai envie de dire que c'est presque logique, en tout cas, que ça soit Euskaltel et Kern Pharma qui soient privilégiés. Presque logique, et après je vais expliquer aussi mon point de vue, parce que sur le plan sportif, ça peut se discuter, parce que c'est vrai que Cara Rural et Burgos sont devant au classement UCI. Mais voilà, à un moment, malheureusement, et à valeur quasi équivalente, eh bien, les organisateurs de la Vuelta, il faut bien qu'ils favorisent toutes les formations espagnoles. Donc on est obligé, je pense, de pratiquer un certain turnover. Et on ne peut pas laisser Euskaltel de côté 3 ans de suite, ou Kern Pharma de côté 2 ans ou 3 ans de suite. Pareil, il faut bien que ça tourne. Et pour moi, c'est tout le cœur du problème. Je vais détourner un peu ce sujet des invitations pour aborder une question de fond. C'est le nombre d'équipes sur les grands tours. Pour moi, il faudrait, je pense, monter à 24, parce que 22 c'est très peu, et pas sur le Tour de France, que je pense que le Tour de France doit garder un certain standing, et je pense que l'ASO ne serait pas du tout intéressé par l'idée de rajouter 2 équipes supplémentaires, mais voilà, pour la Vuelta et pour le Giro aussi, parce qu'il ne faut pas oublier le Giro, parce qu'il y a eu le cas avec Coratec notamment qui a été laissé de côté. Eh bien ça serait pas mal de monter à 24 équipes, parce que pour moi l'UCI, là, en laissant ce nombre à 22, en prenant en compte l'an prochain seulement le top 30 au classement UCI pour les invitations, je joue un jeu que je trouve, moi, légèrement dangereux, parce qu'il en va de la survie de certaines structures de pro-team. Quand on est une pro-team espagnole comme Burgos, comme Kern Pharma, comme Cara Rural ou comme Euskaltel, forcément on a besoin de participer à son tour national. Alors on peut peut-être le louper, je sais pas, une année sur 3 ou une année sur 4, mais on peut pas le louper 2 fois sur 3, c'est pas possible. Et comme le disent beaucoup d'acteurs du milieu et du peloton, cet argument de la sécurité,
pour les 22 équipes et la taille maximale de 176 coureurs, et il tient pas la route. Ils disent tous de toute façon que c'est la boule qui est dangereuse, c'est pas forcément sa taille, c'est la nervosité qu'il y a dans le final, et le fait que tout le monde veuille être placé, qu'on soit 176, 150 ou 190, ça ne change pas de toute façon en grand-chose. Il y a des chutes sur des courses où il y a 110 coureurs au départ, on va pas pour autant baisser à 90. Donc voilà, enfin, pour moi, ça serait intéressant quand même d'envisager cette piste-là, la piste de 24 équipes sur les grands tours, ou tout du moins le Giro et la Vuelta, pour pérenniser un petit peu les différents projets, donner une raison aux sponsors de justement mettre de l'argent dans une équipe de vélo, parce que c'est bien beau le World Tour, mais il faut penser à l'ensemble de la pyramide, je trouve, et aussi à ce qui se fait en Conti, à ce qui se fait en Pro Team. D'ailleurs, il y a eu des suggestions, je crois que c'était sur le Discord, je ne sais plus qui disait ça, j'ai oublié et j'en suis désolé, qu'on pourrait pourquoi pas récompenser, ou c'était peut-être sur le chat d'ailleurs, quelques Conti européennes, les meilleures, en les invitant sur quelques-unes des plus petites épreuves du World Tour. Et c'est pas déconnant, je trouve. Voir par exemple la meilleure formation de Conti française au départ, je sais pas, d'un Paris-Roubaix ou d'un Paris-Nice. Ça peut faire sens, ça validerait aussi des projets, ça créerait une émulation, ah oui c'était sur le chat, t'as raison Jérôme, ça créerait une émulation, je pense, une compétition saine entre les différents projets de Conti, et il y aurait comment dirais-je, une belle bataille, et ça rendrait la lutte pour les points encore plus passionnante. Et puis je parle de ce qui se fait chez nous, hein, de Nantes, Nice, Roubaix et Saint-Michel. Mais en Italie, imaginez, il y a aussi un paquet de conti, une lutte entre les conti pour participer, alors peut-être pas à Milan-San Remo, mais au moins en Strade Bianche, ça pourrait être pas mal. Idem en Espagne, ou je sais pas, on pourrait l'envisager aussi en Allemagne. La classique de Hambourg, il n'y a pas le droit d'avoir des équipes de conti. Pourtant, il y a pas mal de conti en Allemagne. Ça gênerait personne si la meilleure conti allemande était au départ de la course d'Hambourg, et ainsi de suite. On pourrait le penser pour le Tour Down Under aussi, voir une équipe comme Bridge Lane, qui est une belle conti australienne au départ. Ça pourrait être sympa, même s'il y a une sélection australienne. Donc ça, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais voilà, il y a des possibilités, il y a moyen de faire des choses, je pense, et ça pourrait être des pistes à creuser. Et pareil en Belgique, hein, pourquoi pas privilégier quelques-unes des contis belges. La condition, ça pourrait être que les coureurs soient pros, c'est-à-dire qu'ils soient payés à plein temps, parce qu'on parle souvent de garde-fous et de personnes qui profitent un petit peu du système. Là, ça devrait être une règle, à mon avis, obligatoire de rémunérer ces coureurs pour participer, bien entendu, à ces épreuves-là. Mais il y a des pistes à creuser, il y a plein de choses à faire, je pense, et c'est dommage qu'on ne pousse pas plus loin, je trouve, la logique, comment dirais-je, du classement ECI, de la promotion, de la lutte entre les équipes, une lutte saine, hein, bien entendu, j'entends, et ça mériterait d'être creusé, à mon avis. Bref, c'était ma petite aparté sur le sujet des grands tours. Je vais lire un petit peu vos commentaires, et ensuite on va passer aux différentes étapes du jour. Ouais, Carraro Oral, bon après je pense qu'ils subissent à tort ou à raison, après chacun se fera son avis, mais ce qui est sorti dans la presse espagnole à l'hiver dernier, à l'automne dernier, pardon. Un quatrième du général à Rivals, premier virtuel, après classement général en Andalousie. Oui, ça râle. J'avoue qu'il y en a qui ont un petit peu du mal à prendre du recul quand même. Faut quand même se rappeler que ça reste un jeu, et qu'il y a quand même justement pas beaucoup d'enjeux entre classement général d'une course. Enfin, bref, je ne veux pas non plus trop m'étendre sur le sujet parce que tout le monde ne joue pas à Rivals Manager, mais vraiment j'encourage à prendre un petit peu de recul, parfois se poser juste 3 secondes, relire ses messages et se rendre compte d'un petit peu ce qu'on est en train de mettre en place, ça peut aider. C'est pas une critique, c'est juste que on est tous un petit peu pareil, parfois dans le feu de l'action, et souffler un bon coup et respirer, ça peut parfois faire du bien. Alors, la suite, pourquoi pas en Belgique. Oui, je parle pas pour toi, Oli, hein, bien entendu. Hein, je parlais pas du tout pour toi. Les dévos, ouais, il y a la limite des dévos, bien entendu. Il faudrait penser à autre chose, même si tu le dis sur le ton de la blague, Jérôme. C'est vrai que c'est important à prendre en compte aussi. Et d'ailleurs, j'en parlais avec un copain hier au téléphone. C'est vrai que je lui parlais du classement UCI, parce qu'il s'occupe d'une équipe. Et je lui disais, tu vois, faut que vous fassiez gaffe vous aussi, parce que
Je prenais l'exemple de la Devo de Lidl Trek. La Devo de Lidl Trek, ils sont 28e au classement UCI. Et, et je lui disais, bah voilà, en Pro Team, on va se retrouver, enfin vous allez vous retrouver, parce que pas moi, moi je m'en fous, mais vous allez vous retrouver face à une concurrence de plus en plus farouche. Quand il faudra être dans le top 30, non seulement il y aura compétition entre les différentes Pro Teams, mais il y aura aussi ces équipes de développement. On l'a vu avec Sodergvist, qui est déjà très très costaud, qui est capable de faire top 5 ou podium sur des épreuves de classe 1. Et si dans 2 ou 3 ans, les effectifs continuent à gagner en densité en équipe de développement, on peut se retrouver avec 4, 5, 6 Sodergvist, avoir des dévos qui ont 12 à 16 coureurs et qui sont en capacité d'aller marquer 2 à 3 000 points UCI, voire plus dans la saison. Ça peut être compliqué parce que ça peut prendre des places et c'est aussi une réflexion, je pense, que devrait avoir l'UCI. Parce que là, clairement, Lidl Trek Développement 28e, ça prend une place dans ce fameux top 40 et il y en a peut-être d'autres. On se souvient d'Axel Laurence qui était en Devo alors qu'il a le niveau World Tour, etc., ou les jeunes Jumbo qui montent gentiment en gamme, ou la Groupama FDJ, la Conti, quand elle avait ce niveau exceptionnel il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, mais bref, voilà, ça bouge vite, très vite, et j'ai l'impression que parfois l'UCI bouge un petit peu trop lentement, même s'il y a des bonnes idées. Le classement UCI, je le dis, je le répète, c'est vraiment une très belle intention, ça marche, en plus les gens s'y intéressent, alors il y en a qui n'aiment pas ça du tout, et c'est tout à fait leur droit, mais voilà, force est de constater que pour le maintien, en tout cas, les médias se sont pris au jeu, les équipes se sont pris au jeu, les suiveurs se sont pris au jeu, donc clairement, ils ont fait quelque chose de bien, il faut aussi le dire quand ça marche, et bravo à l'UCI à ce niveau-là, et poussons encore plus loin la réflexion, pourquoi pas. Bref, après ce petit monologue, on va aller sur les courses du jour, on va prendre dans l'ordre, on va parler du Tour d'Andalousie. Donc clairement, il y a des infos qui circulent, qui sont pas bonnes déjà, je tiens à le dire. L'UCI n'a pas du tout validé pour l'instant que c'était une course par étapes. D'ailleurs, si on va faire un tour sur le data ride, on va s'apercevoir très rapidement, tac, sauf si ça a changé, je vais avoir l'air con, que voilà, ce qui est officiel pour l'instant, c'est un classement d'étapes. Alors parfois, il est bizarre leur truc, je ne sais pas si vous l'avez, forcément non. Donc vous voyez, pour l'instant, il n'y a qu'un classement de la première étape, et c'est automatique. C'est pas validé par l'UCI, c'est juste automatique, ils ont reçu le résultat, ils l'ont publié, ils ne sont pas allés chercher plus loin. Donc pour l'instant, on n'a pas d'infos officielles par rapport à ça justement, et je vais voir si je suis bien recalé, parce que ouais, du coup il est un peu chiant ce truc de l'UCI. Enfin, il est trop large et du coup ça va pas forcément pour les écrans, donc pour l'instant on ne sait pas ce qu'il en est. Et j'ai été posé la question, les premiers concernés ne savent pas non plus exactement ce qui va en être. Parce que clairement, pour l'instant, c'est une course par étape, mais une course par étape, elle doit avoir un minimum de 2 étapes. Alors certes, c'est un cas de figure particulier, mais on ne peut pas avoir une course par étape qui dure une étape, en fait. C'est juste pas logique, donc il faudra voir si jamais la 2 points pro est transformée en 1 point pro, c'est-à-dire toujours une Pro Series, mais une course d'un jour. Là aussi, il y a une question qui se pose d'un point de vue réglementaire, parce que eh bien, un prologue, ça ne peut pas être une étape. Là, en l'occurrence, le chrono fait moins de 8 km, et vous savez qu'un chrono de moins de 8 km, ça s'appelle un prologue. Donc, c'est pas vraiment une étape. Bon, je pense que cet aspect-là, il va passer complètement au caniveau, parce qu'ils vont être, à mon avis, embourbés dans leur truc, et ils vont même pas y penser. Mais réglementairement parlant, pour moi, c'est même pas une étape, parce que, tout simplement, ça fait pas 7 km 500 ou 8 km, je me rappelle plus de la limite exacte. C'est un prologue, et un prologue ne peut exister, pour moi, que sur une course par étape. Et là, en l'occurrence, s'il n'y en a qu'une, c'est une course d'un jour. Donc ça, c'est un point de règlement, un détail, on va dire, c'est peut-être pas le plus important. L'autre détail, mais qui n'est pas des moindres, c'est que la classification, elle est importante. Faut pas se tromper par rapport à ça. Il y a un enjeu en termes de points. Croyez bien que ça va pousser dans un sens comme dans l'autre ceux qui ont réussi, genre la Lotto Destiny, je pense que ils vont expliquer qu'il faut que ça compte et que limite c'est une course par étape, c'est mieux. Par contre, ceux qui n'ont pas fait de points et qui sont un peu adversaires, ils vont se dire bah ouais, attendez, pourquoi on met des points, on a fait que 5 km quoi. Et chaque point de vue va forcément essayer de tirer les choses dans son sens. Mais pourquoi est-ce que je parle de la différence entre Pro Series et course d'un jour et course par étape? Parce que si jamais on reste sur le principe d'une course par étape, et désolé, je vais aller un petit peu sur les règlements, mais c'est important à prendre en compte, vous le voyez sur le site des copains de First Cycling, une étape de Pro Series, ça rapporte 20 points au vainqueur. Ensuite 15, 10, 5 et 3. Donc les 5 premiers marquent des points.
Sauf que si cette étape, c'est également un classement général, eh bien, Van Gils, Ayuso, Tiberi, Cepeda et Wellens, déjà récompensés pour la première étape donc du Tour d'Andalousie, vont aussi marquer des points pour le classement général. C'est-à-dire qu'à ces, comment dirais-je, à ces 20 points, on devrait ajouter logiquement, si on reste sur un classement général, je ne sais pas si c'est marqué, c'est peut-être automatique aussi sur First Cycling, oui voilà ils l'ont mis, mais je ne sais pas si ça va être comptabilisé, on ne sait pas encore, mais pour l'exemple c'est intéressant. Donc vous voyez qu'aux 20 points de l'étape, 15, etc., on va rajouter 200 points, c'est-à-dire que Maxime Van Gils, pour 5 km, il va marquer 220 points. C'est-à-dire que en 5 km et en une seule étape, c'est plus qu'une victoire en Pro Series, parce qu'on rajoute les points de la première étape à ceux du classement général. Et si je ne me trompe pas, il y a aussi des points qui sont prévus pour le leader de la course, au soir de chaque étape sur une course par étape. C'est-à-dire que Maxime Van Gils, si ça reste en l'état, il va marquer 20 points de l'étape, 3-4 points, je ne me rappelle plus exactement, pour le leadership, et le classement général. Donc pour 5 bornes, 4,9 pour être précis, ça commence quand même à faire beaucoup. Donc la logique voudrait qu'on repasse en Pro Series pour au moins, au vu de la faiblesse de la distance, avoir quelque chose de cohérent et pas non plus surrécompenser un effort de 4,9 km, un effort de 8 minutes. Donc il va falloir voir ce qui va être tranché. Comme je vous l'ai dit, je pense que ça va pousser un petit peu dans tous les sens. Et on verra bien ce qui sera décidé à la fin, mais clairement, là pour l'auto, si ça reste en l'état, c'est jackpot. Hein. Et salut à Vélopanache qui nous rejoint, regardez la Lotto Destiny. Ça fait 280 points en 5 km. Si on rajoute les 20 points de l'étape pour Van Gils, ça fait 300, c'est plutôt une belle journée. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, il y a des trucs intéressants. Q36.5, bon, c'est moins bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres équipes Decathlon AG2R qui étaient à la lutte. Ils ne sont pas dans le top 5 de l'étape, donc ils auront juste les points pour le général. Astana, eux, par contre, ils peuvent s'estimer lésés, parce que c'est pareil, la réflexion de certaines équipes, de ce que j'ai entendu, c'était de se dire, eh bien, nous, on se retrouve face à un chrono de 5 km, on a mis un effectif de grimpeurs, et ça s'entend cet argument-là, et c'est le cas d'Astana, mais c'est le cas d'autres équipes aussi. On a mis un effectif de grimpeurs, voire de sprinteurs, enfin bref, de coureurs adaptés au profil initial de la course, et on se retrouve à jouer les points sur un chrono de 5 km qui n'était pas prévu au programme, et avec un effectif qui clairement n'a pas les moyens de jouer. Quand vous regardez l'effectif d'Astana, Brusensky, Umba, Fortunato, Canter, Ponsky, Marokin Selig, on se rend compte que Canter était là pour essayer de gagner des points au sprint, que Fortunato et Umba devaient logiquement viser un top 10 pour Fortunato et peut-être un top 15 pour Umba, et au lieu de ça, parce qu'on a eu une loterie sur 5 bornes, on ressort de la course avec seulement 3 points au compteur, donc on peut aussi s'estimer lésé par rapport à ça. D'autres équipes comme G2R, Félix Gall qui va terminer 14e du classement général du Tour d'Andalousie, je pense que dans les plans initiaux, le calcul n'était pas là. Félix Gall, on en a parlé dans la presse il y a quelques temps, Félix Gall, ça valait podium. Au lieu de ça, on se retrouve avec des coureurs mobilisés plusieurs jours, parce qu'on a attendu mercredi la première étape, on a attendu jeudi la deuxième, je ne sais plus, jeudi, vendredi, peu importe. Mais voilà, ça fait plusieurs jours qu'on est dans l'attente. Là, on apprend aujourd'hui qu'on n'ira pas plus loin. Donc, on mobilise un mec comme Félix Gall pour 15 points. Et j'imagine que Félix Gall, comme c'était plus ou moins même plus que moins d'ailleurs, son début de saison, j'imagine qu'on avait choisi la Ruta del Sol dans le cadre aussi d'une préparation pour la suite, et qu'on se retrouve en fait en guise de préparation à avoir fait 50 km. Alors c'est pas du tout de la faute des organisateurs, mais tout ça pour dire que il y a plein d'éléments à prendre en compte, et que ça risque de tirer, comme je le disais, dans tous les sens, pour essayer d'avoir gain de cause, parce que le fond du problème il est là. Et tout à l'heure je parlais de Rivals Manager, ceux qui râlent à la Rivals Manager, clairement 9 sur 10 je suis allé voir les équipes, c'est parce qu'ils ont des coureurs qui peuvent potentiellement marquer des points. Alors imaginez pour quelque chose de réel comme le métier des gens et les vrais points UCI, imaginez comment ça doit pousser et comment on doit faire preuve d'une mauvaise foi absolue pour essayer d'avoir gain de cause. Je vous encourage à aller sur le Discord, pas pour juger, loin de là, c'est pas l'idée, mais vous voyez bien qu'il y a quand même des arguments qui sont là parce que voilà, on a un intérêt à ce que ça compte. C'est un jeu, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de gain, il n'y a pas de cadeau.
imaginez quand il y a vraiment des enjeux, des milliers d'euros, voire des millions de sponsoring au cas où, suivant les cas de figure, est-ce qu'on peut faire en termes de primes, etc. Bah, vous multipliez tout ça par 100 000 et vous obtenez quelque chose, je pense, qui s'annonce être une belle cocotte minute. Bref, voilà ce que je pouvais dire sur la Ruta del Sol. Salut à Samuel, tiens. Je trouve, ouais, j'annulais complètement tout, mais je pense qu'ils étaient persuadés, enfin dans le communiqué qu'on a reçu hier, ils étaient persuadés que voilà, on ferait ce petit chrono, et l'idée est bonne. Moi, je les blâme pas du tout, les organisateurs, parce que je pense qu'ils galèrent, c'est les premiers déçus. Pareil, il y a des sponsors qui viennent sur la course, il y a des engagements qui ont certainement été pris. On se sent mal aussi par rapport aux équipes, parce qu'on fait venir 15 équipes, et finalement ça passe pas, et on voit qu'ils baissent un peu en intensité depuis quelques temps le plateau du Tour d'Andalousie, donc peut-être que ces équipes-là, l'année prochaine, elles vont se dire, bah finalement on va aller en Algarve, et on va aller à l'UAE, etc., etc. Donc voilà, je pense que c'est les premiers malheureux dans cette histoire, les organisateurs. Et je pense qu'ils avaient un plan, j'imagine, je suis même quasiment sûr que les autorités les avaient assurés que leur plan était bon, c'est-à-dire que voilà, il n'y avait pas de souci, on pouvait en l'état actuel faire ce petit chrono, demain faire la petite étape, et puis on verrait dimanche, et au moins ça faisait une course par étape, mais finalement ça n'a pas été le cas. Mais belle victoire de Van Gils, mais c'est un effort bizarre, c'est pareil. Là, j'ai vu qu'il y a certains qui doutaient, enfin pas qui doutaient, mais qui trouvaient curieux les résultats. Mais il faut bien se rendre compte que là, on a un cas de figure assez unique en fait. Parce qu'il y a très peu de chronos dans l'année. Il y a le chrono des nations, mais c'est pas du tout le même profil. Là, le contre-la-montre était un petit peu difficile quand même. Mais un Maxime Van Gils, je pense qu'il n'y a pas un seul moment dans l'année où il se retrouve dans une configuration de faire un effort de 8 minutes pour jouer la gagne sur une course. Donc du coup, on ne connaît pas vraiment les potentiels de certains coureurs sur ce type de profil. Je vois Jefferson Cepeda, je vois Alex Baudin, il y a des mecs comme Pablo Castrillo, etc., qui font des top 10 ou des top 15. Et bah ouais, c'est des mecs, Sander de Pestel aussi, qui n'ont certainement jamais la chance de jouer à 100% leur carte. Et j'imagine que par exemple pour AG2R qui a fait un beau tir groupé, bah, on a dû dire de toute façon il n'y a pas de leader, puis il n'y a pas de fatigue, parce qu'il n'y a pas eu d'étape avant. Souvent sur les chronos qui arrivent un peu en fin de course, il y a la fatigue, on a fait le boulot d'équipier, on n'est pas concerné. Là j'imagine que comme chez AG2R Citroën, on cherche les points. Alors peut-être à part Oliver Nassen qui était peut-être pas en forme ou qui vise peut-être quelque chose plus loin, on a dit bah, vous le faites tous à fond et on voit ce qui se passe à l'arrivée. Et effectivement, sur les 7 coureurs de l'effectif, on en a 6 qui marquent des points. Et chacun a sa chance, en fait, il n'y a plus à travailler pour X et Y, tout le monde s'en fiche un petit peu. Et du coup, voilà ce que ça donne, et ça peut donner des résultats un peu curieux, parce que déjà on est en début de saison, donc les formes sont inégales. Et en plus, eh bien, on a des mecs qui ont rien à perdre en fait, et où la consigne pour lesquels la consigne est claire. C'est-à-dire, vous faites la course à fond, le but c'est de marquer le plus de points possible. Et sur un malentendu, on ne sait jamais. Genre, la Cararoal, là, 100 points pour Cepeda, Carn Pharma, 30 points. Je pense que si jamais la course a lieu dans son entièreté, Castrillo, il fait jamais 11e au général, donc tant mieux pour eux. Et l'auto, oui, c'est jackpot, ouais, clairement. Ça fait 2 fois qu'on a une des courses. Ouais, bah oui, c'est ça, mais après, c'est pas très grave, ça reste qu'une course, puis il y a des enjeux supérieurs. Hein, voilà, je suis pas politique, mais ça me paraît plus important ce qui se passe en ce moment qu'une étape d'une course de vélo, quoi. 40 points le kilomètre, ouais, c'est ça, t'as raison, vélo panache, c'est absolument ça. Mais Astana, je pense que clairement, ouais, je lis ton commentaire, Samuel, c'est vrai qu'on en rigole, mais je pense qu'ils peuvent s'estimer lésés, et comme toutes les équipes qui ont mis des grimpeurs pour jouer le général, quoi. Tout simplement, la Bahreïn, ils avaient un super effectif, finalement, le gain, il n'est pas énorme. Hein. On retrouve Caruso quand même 13e, Tiberi 3, Buitrago 7, alors qu'il y avait quand même un effectif sérieusement costaud sur le papier, quoi. Bref, on va passer à la suite, parce que finalement, je me rends compte que ça fait un petit moment que je parle. La suite, donc la classique VAR. Alors très sympa le final, où d'abord je vais parler de la semaine catalane. Bah tiens, on a les résultats complets en plus, la deuxième étape. Donc Marlene Reusser, très forte, hein, Marlene Reusser, encore une SD Works qui s'est imposée, même si cette saison c'est pas encore trop le cas, enfin en tout cas pas sur toutes les courses, elles n'ont pas fait le Tour de Under. Mais voilà, victoire de Marlene Reusser en solitaire. Elle devance un petit groupe de 7 coureuses, parmi lesquelles on trouve 2 françaises, Ivita Music et Juliette Labou. Elisa Chabet aussi, Nicolas Noskova qui court chez Cofidis, et derrière un autre groupe qui termine un petit peu plus loin, à environ 1 minute à peu près. Et au classement général, Marlene Reusser elle a pris un bel avantage. Alors hier j'ai dit qu'Elisa Balsamo était la grande favorite,
Mais finalement, eh bien, Elisa Balsamo, elle a perdu pas mal de temps. Aujourd'hui, elle se retrouve à 1,30 au général. Je ne sais pas si elle avait été victime d'un incident mécanique ou d'une baisse de forme, mais en tout cas, ça n'a pas forcément fonctionné pour l'Italienne qui pourtant a la capacité normalement de plutôt bien se comporter. Donc voilà, on peut être surpris. Je ne sais pas s'il s'est passé quelque chose, je ne sais pas si quelqu'un a l'info. Mais en tout cas, elle a perdu son maillot de leader du classement général. La classique VAR, ouais, parce que ça, c'était vraiment sympa. Puis encore un épisode rocambolesque. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi la fin de course, en fait, euh, l'arrivée était jugée au Montfaron, donc on avait un groupe d'une dizaine de coureurs qui s'est joué la gagne. Il y a eu quelques lâchés assez rapidement, enfin en tout cas Romain Grégoire qui a fait un gros boulot. Ensuite on a vu Dalby lâcher vers Marc Tronchon. Puis on s'est retrouvé à 6 dans les derniers hectomètres avec Gaudu, Paré-Pinte, Woods, Bardet, Johansen et Lenny Martinez. Il y a eu beaucoup d'attaques. On avait l'impression que tout le monde était plus ou moins au même niveau. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue. Je ne sais pas si vous partagez ce constat ou cet avis-là. Donc tout le monde attaque un petit peu à droite à gauche. Woods en a mis pas mal. Johansen aussi. On a vu que Gaudu était très offensif. Paré-Pinte a essayé. Bardet et Martinez se sont vraiment économisés. Je trouve que c'est ceux qui vraiment ont couru le plus à la perfection. Donc Romain Bardet sort très très fort, peut-être un tout petit peu trop tôt. À un moment, on pense qu'il va gagner parce qu'on voit Tobias Johansen qui se rassied sur sa selle. Et finalement, le Norvégien a trouvé un second souffle, contrairement à Bardet qui s'est pas écroulé parce qu'il termine à troisième dans le même temps. Donc il était quand même là. Mais Johansen a fini plus fort. Malheureusement, Johansen, pour ceux qui ont vu les images, je les ai mis sur le Discord. Et il a cru qu'il avait franchi la ligne de 20 mètres avant l'arrivée, donc ce qui fait qu'il a célébré, il s'est relevé complètement, et vraiment tranquille, hein. C'est même pas genre je me lève 1 mètre avant la ligne, enfin je me relève 1 mètre avant la ligne. Là c'est 20 mètres avant, il y avait une espèce d'arche, là je l'ai mis sur le Discord, allez la voir si vous voulez, une arche grise, donc avec un panneau 25 mètres juste avant, et je pense qu'il s'est fait un peu prank, ce qui est logique, hein, quand vous êtes à 180 pulses, en bout d'un effort comme celui du Mont Faron, je pense que vous y voyez pas trop clair. Et le pauvre Johansen, il se relève, mais vraiment complètement. C'était le plus fort, hein. Il n'y avait même pas photo. Enfin, il avait un vélo d'avance facile sur Martinez et Bardet. Sauf qu'il se relève, il s'arrête, il est même prêt, il a célébré, il est tranquille, il pense qu'il a fini sa course. Et tout d'un coup, il voit Lenny Martinez qui passe, qui lui a bien vu la ligne d'arrivée, et qui le bat, mais même pas à la photo finish, quoi. Il lui met quasiment une demi-roue. Et Martinez, en opportuniste, très malin, donc qui a su faire l'effort aussi, parce qu'il aurait très bien pu se relever et se dire c'est bon, c'est terminé. Mais non, il a vu que Johansen, malheureusement pour lui, s'était un petit peu trompé, il a poursuivi son effort et Johansen s'est fait avoir, donc c'était assez cocasse. Je vous invite à aller voir la vidéo, j'ai pas les droits, donc je peux pas vous la montrer. Mais je pense que c'est disponible, ça a un peu fait le tour de Twitter, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si jamais vous avez un compte. Enfin bref, victoire de Lenny Martinez devant Johansen comme je disais, Bardet 3e, Woods 4e, Woods était très fort, mais Woods a été gêné pour ceux qui n'ont pas vu à un moment, je ne sais pas si c'est Bardet ou Martinez, mais je crois qu'il déraille, bref, il y a un petit incident mécanique qui l'oblige à quasiment s'arrêter. Donc forcément, imaginez dans un sprint comme ça, vous vous arrêtez à quelques centaines de mètres de la ligne, c'est dur de reprendre un peu son souffle et son rythme, mais malgré ça, il termine quand même 4e, donc très en forme Michael Woods, puis Paré-Pinte et Gaudu qui a été très offensif, un peu juste, je pense encore, David Gaudu, mais ses objectifs sont plus lointains. Et il termine 6e. Puis Bastien Tronchon qui fait un bon début de saison. Ça marche bien pour Decathlon, hein, de toute façon, depuis le début de la saison. Kevin Vermark, donc ça va faire des points pour DSM, surtout qu'Hamilton est 12e. Romain Grégoire 10e, mais il a travaillé. Je pense qu'il était au niveau, sinon, pour finir dans ce petit groupe de tête et pourquoi pas pour jouer la victoire. Une mauvaise opération pour Arkea, parce que Arkea, il n'y a que Kostiou quasiment qui fait des points et Barret qui est 23e, et vous le voyez, DSM, qui est la principale concurrente, va marquer 110 points, donc pas forcément une belle opération pour les hommes d'Emmanuel Hubert, et encore pire, la Total Energy, vous voyez le classement, à part Jordan Jegat qui fait une belle montée, un top 20, c'est très bien pour l'ancien de Nantes, eh bien, on Villermoz, qui est transparent depuis pas mal de temps, termine 28e, donc hors des points. Puis on a Burgodeau 47e, Steph Kras qui était censé être le leader 53e, et puis Grelier 80e, etc. Donc encore une fois, c'est très très compliqué pour la Total Énergie. Et je pense que
que ça va être très dur pour eux et qu'ils vont s'enfoncer dans les profondeurs de la Pro Team tout au long de l'année malheureusement. Bref, voilà ce que je pouvais dire pour la classique du Var. Avant d'aller sur le Tour d'Algarve, je vais aller sur vos commentaires parce que je vois qu'il y en a quand même quelques-uns. Je remonte un petit peu. Tac, tac, tac. Samuel, je pense que Gall pouvait faire top 5. Ah bah ouais, mais s'il y avait eu clairement, enfin moi je pense qu'il était même un des candidats à la victoire, Félix Gall, si la course avait eu lieu. Pour Rivals, je l'ai dit tout à l'heure, si vous ne l'avez pas vu sur le Discord, on a décidé, enfin c'est pas moi qui décide d'ailleurs, on a décidé entre nous, entre organisateurs, et on s'est dit qu'on compterait que l'étape. La proposition initiale, c'était de tout annuler pour être tranquille, mais finalement on est tombé sur un consensus où on était d'accord pour dire que bah, on compte juste l'étape parce que clairement ça n'a pas de sens de compter le classement général. Il y a eu 5 km, on va pas filer les points d'une T4 pour 4 km, surtout que ça n'a rien à voir avec ce qui était prévu initialement. Donc voilà, on s'est dit que c'était le bon sens qui devait l'emporter par rapport à ça. Je vois que ça discute pas mal. Il y en a qui voulaient mettre en C4 ou en C5, d'autres tout compter, d'autres rien compter. Donc de toute façon, je pense qu'il n'y aura pas d'unanimité par rapport à ça, mais ça reste qu'une petite course. Donc de toute façon, ça ne changera pas la phase du jeu et tout le monde est à égalité de toute façon sur le sujet. C'est bien le principal. Comme je le disais, ceux qui râlaient, c'était surtout ceux qui avaient des coureurs à placer. Salut HF Wigom, tiens. Tac tac. Cepeda, non mais c'est ce que je disais tout à l'heure pour Cepeda, c'est que bah, c'est des mecs qui n'ont pas l'habitude d'être dans une configuration comme celle-ci. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir des surprises, je pense. Finn Fisher Black, il a une sœur, ouais, Niam, je crois que c'est Niam son prénom, il me semble, Fisher Black. Elle est très forte aussi d'ailleurs. Godu, je comprends pas, il a attaqué 4 fois. Bah, je pense qu'il fait des efforts, David Godu, à mon avis. Il est là pour essayer de monter un petit peu en gamme. Et je pense qu'il se teste, qu'il veut voir comment est la forme, qu'il a voulu peut-être travailler aussi un petit peu pour Lenny Martinez. Et que, non, enfin, en tout cas, ça m'inquiète pas du tout pour David Godus. C'est la moyenne montagne normale pour Balsamo. Oui, bah, après, je la connais pas assez pour avoir un point de vue définitif sur le sujet, mais tu vois, je me suis trompé, LCXL, parce que hier, je pensais vraiment qu'elle tiendrait plus que ça, surtout quand je vois Marianne Vos, en fait, qui arrive à faire deuxième, mais je me suis trompé. Il est regrettable de parler davantage du système. Ouais, non, mais le classement UCI, oui, on peut être pour ou contre, effectivement. Alors, je sais qu'il y a plusieurs écoles par rapport à ça, mais malheureusement, on est obligé d'en tenir compte. En fait, c'est ça le problème ou pas. D'ailleurs, ça dépend du point de vue. Mais dans les équipes, tout le monde est à fond sur le classement parce qu'on se focalise là-dessus. Hein. L'autre jour, je parlais à un manager français des amendes, enfin d'une amende justement, et des points UCI qu'il avait pris sur je ne sais plus quelle course. Et je dis ouais, l'amende, machin, ça fait cher. Parce que, un peu comme toi, Malavita, tu vois. Me dis, moi, entre l'amende et les points, limite, je dis, bah, c'est l'amende que je trouve un peu salée. Et en fait, bah, sa réponse, je ne vais pas dire qui c'est, parce que ça n'a pas de sens, mais puis c'est pas important surtout. Mais sa réponse, ça a été de me dire, bah, ouais, le problème, c'est sur tous les points. Et c'est vrai que j'étais étonné. Parce que moi, dans ma tête, c'était, bah ouais, c'est pas une si grosse équipe que ça. Et peut-être que que l'amende, c'est le côté le plus problématique. Mais non, en fait, bah, je me suis rendu compte que c'était les points. Et pourtant, c'était une conti. Hein. C'était pas une World Tour ou une équipe en lutte pour le maintien. Mais ça montre, comme tu le dis, un peu le côté désormais dominant des points UCI, clairement. Quoi. À part pour les grosses équipes, parce que du coup, elles s'en foutent, genre la Groupama, IF, Bora, etc., Jumbo, enfin, paraître première du classement UCI. Enfin, clairement, il n'y a pas d'enjeu. La Groupama FDJ, de toute façon, ils sont quasiment sûrs d'être dans le top 10. Ils sont sûrs aussi quasiment de jamais être sur le podium, parce que quand même, il y a un niveau d'écart avec la Jumbo et la UAE et Ineos notamment. Mais voilà, enfin, gros, qu'ils finissent 5e ou 7e, ça change pas grand-chose. En fait, c'est ces équipes-là qui jouent rien, qui se retrouvent les moins piégées dans le système de points, parce que bah, elles pensent avant tout aux victoires et elles n'ont pas cette pression, en fait, quoi, je trouve. Mais après, oui, on peut le regretter ou pas. C'est vrai qu'il y a plusieurs écoles par rapport à ça. Par exemple, si on parle avec Greg, il va vous dire que c'est terrible, il faut supprimer les points, alors que moi, j'avoue que j'aime bien. Donc, même au sein de l'équipe, je sais que Seb aime pas trop non plus. Grégory, lui, il aime bien. Enfin, il est un peu comme moi, il est assez intéressé par cet aspect-là. Mais voilà, enfin, dans l'équipe,
sans trahir de secret, c'est un peu du 50-50 quoi aussi à ce niveau-là. Et j'ai l'impression que chez vous, c'est un petit peu pareil sur le chat. Il y a ceux qui aiment bien, ceux qui s'en foutent, ceux qui trouvent que c'est un peu pourri. Enfin, donc voilà, il y a vraiment plusieurs pensées par rapport à ça. En début de saison, j'ai dit que Tobias allait choquer le monde cette année, mais je pense il est fort, Tobias Johansson. Après, l'avantage, j'y pensais tout à l'heure, c'est que Tobias Johansson, c'est pas sa première année pro. Si ça avait été un néo-pro qui est fort et qui se fait taper comme ça peut faire un coup de bambou. Mais au final, si on prend un petit peu de recul, même s'il va être déçu forcément, ça reste qu'une épreuve de points de début de saison. Donc clairement, je pense qu'il gagnera des plus grandes courses, Tobias Johansson, et que ça sera vite oublié à mon avis. Bastien Tronchon, très bien, ouais, clairement, très bien, Bastien Tronchon. Dalby, intéressant aussi, oui, c'est vrai que Dalby a été pas mal. Seulement 3 points pour TDE, ouais, carrément aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais il va être fort, Johansen, je pense, de toute façon, cette saison, ça va être assez intéressant de le voir évoluer. Arkea, ils ont laissé partir Barguil, mais en montagne, ça va être très compliqué pour Arkea, hein, clairement. D'ailleurs, oui, Chef Fugum, tu fais bien de le rappeler. Kevin Vauclin, il a chuté. Alors, j'ai pas vu passer de communiqué, mais en même temps, pour l'émission, j'ai coupé ma boîte mail, donc peut-être que certains ont des infos que moi je n'ai pas. N'hésitez pas à les donner si c'est le cas. Mais Kevin Vauclin, ça sera un coup dur, parce que Kevin Vauclin, j'imagine qu'il était prévu demain autour des Alpes-Maritimes. Je pense que c'était plus ou moins l'un des favoris aussi pour la victoire finale. Et c'est des points qui risquent de s'envoler aussi. Et ça reste le seul vrai leader d'Arkea pour les classements généraux. Donc c'est un coup dur. Alors, on parle encore des points. C'est vrai que le plus important, c'est la chute et j'espère qu'il va bien. Mais ouais, Arkea joue gros par rapport au maintien et ça risque d'être complexe. Rui Costa aussi qui a chuté exact en Algarve aujourd'hui, on m'a dit. Ouais, mais en fait, c'est ça le problème, Malavitage. Tu parles de ma réflexion sur les points, j'imagine, mais en fait, ce qui est assez problématique, enfin, moi encore une fois, j'aime bien, mais je me dis que clairement, quelqu'un comme toi, tu vois, qui aime pas trop les points, ou quelqu'un comme Greg, qui aime vraiment pas du tout les points UCI, bah, je comprends votre point de vue et je conçois que ça peut être hyper chiant pour vous, parce que du coup, tu vois, c'est un peu ce que tu dis, plus soit la réflexion, c'est que, bah, en fait, ça vous emmerde, pour le dire assez crûment, mais vous n'avez pas le choix que vous pouvez pas passer à côté, pardon, j'allais dire l'inverse. Et c'est ça qui est un peu problématique si on n'aime pas les points, c'est que malheureusement c'est devenu tellement central qu'on peut s'en foutre, mais on est quand même obligé de le prendre en compte dans l'analyse en fait, ou quand on écoute une émission, ou même à la télé, on entend souvent, que ce soit sur Eurosport ou sur la chaîne L'équipe, bah, les commentateurs ils parlent des points parce qu'il y a un enjeu. Souvent j'entends David Moncoutier là ces derniers jours, qui dit, un commentateur, plusieurs fois, je lui ai demandé, ah bah pourquoi il se bat là? Bah il dit les points en fait, 5e, 7e place, 12e place. Et c'est vrai que ça a pris une place clairement centrale, et pour ceux que ça agace, je comprends que ça puisse être vraiment ennuyeux. Quintana et Barguil, ça avait de la... Ouais, c'était en dehors du côté, comment dirais-je, des petits soucis avec la patrouille de Quintana. Ouais, c'était un beau duo. Mais Quintana, il a marqué beaucoup de points pour Arkea. Et je pense qu'eux, c'était les premiers déçus, hein. Je pense que ça faisait partie de leur plan de vraiment s'en sortir avec Quintana. Quintana, c'est un coureur qui te fait 1000 ou 2000 points faciles par saison. Donc, vous voyez qu'il y a 2000 points de retard, par exemple, pour Arkea par rapport à DSM. Il ne faut pas aller chercher trop loin pour savoir où il pouvait être, quoi. Mais oui, clairement, ça manque d'un leader capable de scorer sur des courses par étapes, quoi. On en parle de Martin. Martin, c'est pas forcément décevant. Samuel, j'imagine que tu n'as pas dû voir la course, et puis je vois que Vélopanache te répond. Tu vas avoir un peu des problèmes avec Cofidis. Il est peut-être pas là ce soir, mais si tu critiques Guillaume Martin, alors que le pauvre, il a été victime d'un incident mécanique au pied de la bosse, et il a complètement lâché, parce que vous le savez, la Classique VAR, c'est une course d'un jour, il n'y a pas de classement général, donc en étant comme ça victime d'un incident mécanique au pied, en lâchant peut-être 30 secondes ou une minute, il n'y a plus aucun enjeu, donc ça n'a absolument aucun sens de monter à fond, et je pense que Guillaume Martin, il a débranché après, et basta, quoi, c'est terminé. Et je sais même pas où il termine d'ailleurs, je veux bien aller voir, mais tac tac, la Cofidis. Oui, voilà, il finit à 5 minutes. Je pense qu'il a les moyens de finir à 2 ou 3 minutes, ou peut-être même à 1 minute 30 ou 2 minutes, mais il est monté à son rythme avec Thomas Champion, et il a bien raison, parce qu'il n'y avait plus d'enjeu. En plus, Cofidis, c'est quand même pas trop mal. Eux, ils n'ont pas forcément besoin de points. Peut-être que si l'équipe avait été en difficulté,
eh bien ils auraient agi différemment, quoi. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a tout misé sur Guillaume Martin, parce qu'Izaguirre n'est pas là, Herrada est pas là, et les autres coureurs majeurs de l'effectif sont absents, et ils s'en sortent pas trop mal. D'ailleurs, je vois un Axel Mario qui fait top 15 quasiment, 16e, Jonathan Lastra 15e. Vu l'effectif, sincèrement, c'est pas trop mal. J'imagine que Geschke est hors de forme. Peut-être que Pérez aussi, mais voilà, vu les capacités de Lastra et Mario, je leur fais pas du tout offense, hein, bien entendu, mais vu le plateau, ils sont à leur place, donc ouais, non, je suis pas trop d'accord. Je trouve que c'est pas trop mal pour Cofidis, sachant qu'il n'y a pas eu de bol avec Martin, faire 15 et 16, c'est plutôt, bon, plutôt une bonne performance, je trouve en tout cas. Mais Woods, il a eu un incident, ouais. Il a été bloqué. Si vous regardez le replay sur Eurosport ce soir, vous verrez qu'il a été bloqué. Bref, la suite demain, c'est le Tour de Valence. Donc, j'ai pas regardé le profil de l'étape demain sur le Tour de Valence. Donc, ça a l'air assez complexe aussi avec plusieurs ascensions. Je vois. Ouais, je pense que ça va être dur demain. Donc, on verra bien ce qui se passe si c'est un peu plus pour les grimpeuses. Le Tour d'Algarve demain, c'est le chrono, donc je ne vais pas l'afficher, ça ne sert pas à grand chose. Tour d'Andalousie demain, il n'y en aura pas, c'est automatique, hein, chez les copains de First Cycling. Et le Tour des Alpes-Maritimes, on va aller sur les profils, on va en parler vite fait pour clôturer l'émission. Donc demain, une étape plutôt cool, entre guillemets, avec un départ à Levins et une arrivée à Antibes. Et l'étape qui va le plus nous intéresser, ça sera celle de dimanche. Départ de Villefranche-sur-Mer, le col d'Aise, le col de Châteauneuf, la montée de la Cine et l'arrivée à Vence, donc une étape assez difficile sans être non plus archi inabordable. Donc c'est pour ça que je pensais que c'était une étape parfaite pour Kevin Vauquelin. Malheureusement, je pense qu'il ne sera pas au départ le coureur français. Et on va aller tout de suite un petit peu sur les partants. Donc j'enlève Vauquelin, Charquet en aura, Champoussin. On retrouvera un petit peu tout le monde, hein, les mêmes qu'aujourd'hui, même si on a enlevé Gaudu et comment dirais-je et Martinez chez la Groupama. Donc on aura Grégoire, on retrouvera Michael Woods qui était très bien aujourd'hui, Guillaume Martin qui aura l'occasion de prendre sa revanche, le même petit trio de la DSM qui devrait être assez intéressant sur le papier. Cosnefroy et Paré-Peintre plus Tronchon et aussi Peters, donc il y a quand même une belle équipe pour Decathlon. Tobias Johansen, à mon avis, il va être sacrément revanchard, donc on verra bien ce que ça donne, et c'est peut-être le favori finalement, vu son niveau aujourd'hui. On verra si ça va mieux pour Total Energy avec Burgodo et Kras. Et voilà à peu près donc pour le plateau. On guettera aussi un Arthus Jalado qui était bien aujourd'hui, il fait top 20, le coureur français de Nantes qui a gagné l'étape du Tour l'an passé, et il était un petit peu piégé en plus dans la descente. Donc je suis allé voir sur ce travail, il a fait une vraie belle montée du Mont Faron, donc à voir tout au long du week-end s'il répète un petit peu, comment dirais-je, cette performance. Donc ça va être intéressant tout ça. Vos commentaires, et puis après on va pouvoir clôturer tranquillou l'émission. Ouais, on retourne sur Guillaume Martin. Non, ça j'avais lu, ok. Demain, Realini, Nivadoma, ouais, plus pourquoi pas des surprises, hein. Chez les femmes, on sait que, bah voilà, on connaît pas. Moi, j'avoue très humblement que je connais pas encore assez le cyclisme féminin. J'essaye de regarder de plus en plus. Je pense que j'ai jamais regardé autant de cyclisme féminin que depuis le début de l'année d'ailleurs. Et voilà, on essaye d'affiner les connaissances, mais il y a des surprises. Moi, par exemple, je savais pas que, comment est-ce qu'elle s'appelle? Ah mince, Neve Bradbury, hein, par exemple, je savais pas que c'était elle qui avait gagné la Zwift Academy en 2020, et clairement, je l'ai un petit peu découverte. Je connaissais de nom, mais ouais, je l'ai un petit peu découverte lors de ce UAE Tour. Ouais. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on en est un petit peu aux prémices. Du coup, on découvre un petit peu des coureuses qu'on connaît pas. Alors, ça dépend de votre degré de connaissance, hein. Je pense qu'il y a des gens qui découvrent pas grand-chose, qui suivent 100 fois plus que moi, bien entendu. Mais voilà, je trouve ça cool d'arriver à repérer et à découvrir des talents. J'imagine qu'il y a plein de talents chez les femmes aussi qui pourraient émerger, hein, des coureuses qu'on ne connaît pas, qui n'ont peut-être pas eu la chance d'être dans un pays où il y a beaucoup de développement du cyclisme, et qui peuvent avoir des grosses données de puissance. Donc ça va être intéressant de voir se développer le vélo féminin. Ça prend, je trouve, un très bon chemin, et c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Donc ouais, demain on verra Nievadoma ou Realini. Realini, je pense que ça peut être un petit peu la favorite, mais je la voyais plus forte à l'UAE Tour, donc peut-être que finalement ce sera pas elle qui sera devant. On verra bien. Axel Delis, je connais pas son profil, hein, pas du tout.
par contre, donc je sais pas si quelqu'un a l'info, mais moi en tout cas je ne le connais pas. Bref, on va pouvoir clôturer. On se donne rendez-vous demain. Oui, demain soir on va faire une émission. Ouais, demain soir à 18h. Comme d'hab, ou 18h05, on verra, hein. Comme aujourd'hui, ça dépend un petit peu de l'heure d'arrivée du Tour d'Algarve, même si demain c'est un chrono, donc ce sera peut-être plus facile. D'ailleurs, je vais avoir l'info. 16h48. Non, demain on est large, donc demain je serai là à 18h et pas en retard parce que c'est un chrono et qu'il ne peut pas y avoir de toute façon de retard. Bref, je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se donne rendez-vous demain à 18h. Ciao!